Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir. Je vois que le nombre de participants se stabilise. Donc, on va commencer. Donc le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle édition du webinaire du département droit et transformation sociale. Pour rappel, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de cette structure, le département est une structure de recherche qui réunit 8 unités en droit et en sciences politiques, qui couvre donc tous les aspects du droit et de la science politique, une structure de l'Université de Bordeaux. Et l'un des offices de cette structure, l'un des buts de cette structure, c'est de favoriser la diffusion du savoir académique, mais aussi la médiation auprès du corps social sur des sujets de société. C'est la raison pour laquelle nous organisons de manière régulière environ une dizaine d'épisodes, un petit peu moins d'une dizaine d'épisodes de webinaires par an sur des sujets de société. Je précise, tant que j'y pense, que vous pouvez consulter la chaîne YouTube du département qui eh bien, vous permettra de visionner les épisodes précédents et également de visionner cette, euh, cet épisode relatif à la place du viol la place du consentement, pardon, dans les agressions sexuelles et dans le viol, sujet d'une grande actualité, malheureusement, une actualité médiatique et judiciaire sur laquelle les intervenants reviendront probablement, donc je ne vais pas dire beaucoup, mais aussi une actualité juridique et académique, universitaire, car les réflexions sur les agressions sexuelles sont en France en voie de profond changement, comme on nous l'expliquera. Jusqu'à présent, l'appréhension des agressions sexuelles était faite essentiellement à partir du comportement de l'auteur, moins que à partir de la psychologie de la victime. Et désormais, les choses sont peut-être un peu en train de changer. C'est la raison pour laquelle nous parlerons de la place de ce consentement dans les agressions sexuelles. Je remercie beaucoup et très sincèrement et très chaleureusement les participants, bien sûr, à ce webinaire et je vous souhaite à tous et à toutes des échanges féconds. Merci encore à tous et merci aux participants également qui sont a priori assez nombreux. Merci beaucoup, Olivier. En effet, les participants sont assez nombreux. Vous êtes à l'heure actuelle plus de 200. Donc, bonsoir et bienvenue à tous à ce 16e webinaire citoyen qui est, comme l'a dit Olivier, organisé par le département droit et transformation sociale de l'université. Et c'est le tout premier de la saison 2024-2025. Donc, comme cela a été dit, le thème que nous allons aborder ce soir est assez sensible puisqu'il s'agit de la redéfinition du viol au regard de la notion de consentement. Et ce sujet, il est donc malheureusement au cœur de l'actualité avec le procès des viols de Mazan qui a débuté le 2 septembre et qui devrait durer 4 mois. Je tiens cependant à préciser que nous avions retenu cette thématique avant de savoir qu'il se tiendra en même temps que ce procès. Et ce procès, il a relancé dans l'espace public la question qui divise les professionnels du droit de l'inscription dans la définition pénale du viol de la notion de consentement. À ce jour, voici la définition qui est donnée par l'article 222-23 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Ce procès a eu le mérite également de continuer à participer à la libération de la parole des victimes. Pour rappel, d'après l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité, qui a été menée en 2022 par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, en France, il a été estimé à 217 000 le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans, qui, au cours d'une année, sont victimes de viols, de tentatives ou d'agressions sexuelles, en précisant qu'il s'agit d'une estimation minimale et que seulement 6% des victimes ont porté plainte. Donc ce soir, nous ne répondrons pas à cette question de l'inscription de la notion de consentement. Il faudrait bien plus qu'un webinaire pour cela. Cependant, nos intervenants auront à cœur de vous exposer de manière factuelle les problématiques qui se posent sous le prisme de leur expérience en la matière. Malgré le fait que ce sujet soit extrêmement sensible, nous n'avons pas hésité une seule seconde au département à le traiter. Nous ne sommes jamais interdits d'aborder des sujets difficiles ou tabous dans ces webinaires citoyens. C'est une fois de plus ce que nous faisons ce soir. C'est la ligne directrice que nous sommes fixés quand nous avons commencé à créer cette action. Aborder des sujets d'actualité, quels qu'ils soient, à destination du plus grand nombre. Ce sujet, il a été proposé par un ancien chercheur de l'Université de Bordeaux, et je le remercie grandement, Monsieur Jean-Christophe Simpeau, qui est professeur de droit et sciences criminelles à l'Institut des sciences criminelles et de la justice. Il sera accompagné du côté universitaire
par Madame Alexia Boucherie, qui est doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim, toujours à l'Université de Bordeaux, et dont les travaux portent sur cette notion de consentement sexuel. Et nous avons également la chance d'accueillir deux professionnels qui ont accepté de de partager, leur expérience sur ce sujet avec nous ce soir. Je les en remercie également. C'est une chance pour nous de pouvoir faire intervenir des membres de la société civile qui sont confrontés directement aux thématiques que nous traitons. Ainsi, nous écouterons Maître Sylvain Gélina, qui est avocat, et Madame Muriel Bichot, qui est thérapeute familiale à la Maison d'Ella, à l'association Cassis. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Madame Bichot intervient dans nos webinaires, et je suis ravie qu'elle ait accepté de nouveau de participer à cette action. Les intervenants de ce soir aborderont donc l'évolution de la notion de consentement, les conséquences sur le traitement des victimes de viol, ainsi que la manière dont elles sont prises en charge, aussi bien d'un point de vue médical que judiciaire. Avant de passer la parole au premier intervenant, je tiens juste à dire que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, dans l'onglet Q&R, et que nous reprendrons un temps après les interventions pour répondre à un maximum de questions. Je vous remercie et Monsieur Simpo, je vais vous passer la parole et activer vos diapos. Merci Clémence. Donc, je vais vous présenter, pour démarrer ce webinaire, quelques diapositives pour prendre un peu d'abord en considération le préalable, c'est-à-dire la façon dont le droit prend en considération le viol. Alors, il y a une définition légale qui est sur la première diapo que Clémence a déjà donnée tout à l'heure, mais qu'on peut rappeler. Donc, c'est juste après. Euh, le viol, c'est tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, et c'est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle, la peine pouvant être aggravée lorsque le viol est aggravé par d'autres circonstances. Alors, ce qui est décisif dans cette définition, et on peut passer à la diapo suivante, c'est que on voit que la définition du viol en France est exclusivement orientée au regard du comportement de l'auteur. Il n'y a donc viol que parce que le comportement de l'auteur est un comportement sexuel d'abord, et il y a viol surtout parce que ce comportement est euh, violent, contraignant, menaçant ou surprenant. Il faut donc démontrer des actes positifs de l'auteur. Alors, le consentement, il apparaît en arrière-plan naturellement parce que soit le consentement de la victime, il a été forcé. Euh, c'est le cas des trois premières hypothèses. Le consentement a été forcé parce que le comportement a été violent, contraignant, menaçant. On peut dire qu'il y a une atteinte à la liberté de la victime. Et au fond, parfois, elle n'a même pas véritablement consenti, puisque son consentement, au fond, était inexistant. Le terme d'agression sexuelle correspond véritablement à cette situation. Mais ce qu'on oublie souvent, et d'ailleurs certaines affaires médiatiques nous le rappellent, c'est qu'il existe une autre forme de viol qu'on appelle le viol par surprise, qui correspond à la dernière hypothèse visée dans le texte d'incrimination, dans lequel le consentement de la victime a été trompé ou abusé. Finalement, là, ça n'est pas la liberté de consentir qui est en cause, mais la lucidité du consentement. La victime a été trompée par une manœuvre particulière, par un stratagème. Et on va voir un petit peu plus loin que la jurisprudence a étendu la notion de surprise à des situations où la victime a été abusée, où il y a véritablement abus de faiblesse. On peut dire donc qu'il y a une dualité criminologique du viol, à la fois une infraction violente et une infraction astucieuse. On peut passer à la diapo suivante. Alors, il y a peut-être un petit focus à réaliser sur le viol par surprise, qui est peut-être un peu inconnu du grand public, parce qu'on pense que le viol, c'est uniquement un acte violent, à travers deux situations que regroupe la notion de surprise. D'abord, le stratagème qui provoque une erreur. Et on en a un bel exemple dans un arrêt qui avait défrayé la chronique le 23 janvier 2019, où il s'agissait de femmes, plusieurs femmes qui avaient été abusées par un profil sur Internet d'une personne qui se faisait passer pour un bel architecte et qui en réalité était un vieil homme tout à fait libidineux qui promettait à certaines femmes une expérience unique d'avoir des relations sexuelles avec un bandeau. Et évidemment, lorsqu'elle retirait le bandeau, elle s'apercevait que la personne n'était pas la personne qui était sur le profil. Alors, cette affaire, elle a défrayé la chronique parce qu'au fond, ces personnes avaient bien consenti à une relation sexuelle, mais pas consenti dans les conditions
qui était envisagée. Une erreur sur les caractéristiques physiques de la personne a permis de retenir un viol par surprise. Euh, Plus, euh, plus récemment et encore, la Cour de cassation a admis qu'il pouvait y avoir viol par surprise lorsque l'auteur abuse de la faiblesse de la victime. Alors, plusieurs affaires de viol ont été jugées dans le cadre de situations où la victime était endormie, elle était droguée, elle était alcoolisée. Et encore récemment, là, le 11 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d'admettre que le fait pour un oncle procéder à des attouchements sur sa nièce qui était endormie, puis alors qu'elle se réveille et qu'elle est dans un état de sidération, de prostration, et que un syndrome post-traumatique a été reconnu par un psychiatre, et bien de considérer que, là encore, il y a viol par surprise, alors que le consentement, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, n'avait pu être exprimé, puisque cette pauvre jeune fille était complètement silencieuse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque la loi ne s'oriente que sur le consentement sur le comportement de l'auteur, eh bien les juges doivent toujours, pour condamner un individu, faire référence à l'un des quatre éléments visés par la loi, qui sont des éléments nécessaires pour la condamnation. Euh, D'un point de vue procédural, cela signifie que lorsqu'on va poser en matière de viol la question au jury, on ne pose pas la question est-ce que monsieur ou madame Untel a commis un viol sur monsieur ou madame Y, et on pose la question de savoir s'il y a bien eu un acte de pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Une question qui serait rédigée par la simple référence au consentement ou à l'absence de consentement ne serait pas, en l'état actuel du droit, conforme à la loi. Alors, ce dispositif, on peut passer à la diapo suivante, Clémence, il pose question parce que il a été interrogé d'abord par des mouvements féministes, mais il a été interrogé aussi d'un point de vue juridique, puisqu'un projet de directive européenne qui avait été déposé le 8 mars 2023 devant le Parlement européen, eh bien, recommandait aux États membres d'inclure la notion de consentement dans la définition légale du viol. Alors, ce projet de directive européenne n'a pas abouti pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, mais notamment parce que des questions de compétences en réalité de l'Union européenne pour statuer sur ce type de questions de société. Euh, mais la question a été reprise par une mission parlementaire qui avait réfléchi, auditionné un certain nombre de personnes, à la fois de la société civile, mais également des professionnels du droit. Malheureusement, cette mission parlementaire, du fait de la dissolution, n'a pas pu aboutir non plus. Et donc, la question est toujours en suspens et on la voit ressurgir à travers effectivement les, euh, les affaires malheureuses et notamment l'affaire Mazan. Alors, cette discussion, on peut la résumer sous deux angles. Il y a d'abord une discussion symbolique. Les mouvements féministes, notamment, eh bien, expliquent qu'au fond, la loi française, c'est le droit de l'abus, c'est-à-dire qu'on ne sanctionne finalement un viol et plus généralement une agression sexuelle que lorsqu'il y a abus, c'est-à-dire violence, contrainte, menace, surprise, et qu'il faudrait en quelque sorte changer de paradigme, ne pas considérer que les relations sexuelles sont toujours acceptées, mais au contraire qu'elles sont toujours par principe refusées, et que c'est à la personne qui est poursuivie alors de démontrer qu'elle s'est assurée du consentement explicite de son partenaire. Bon, ça, c'est évidemment un changement de paradigme qui, selon certains mouvements féministes, mais en permettrait de restaurer les rapports entre les hommes et les femmes. A priori, donc, c'est non. Une avocate, cependant, américaine, qui est une avocate féministe radicale, très connue aux États-Unis, qui a été d'ailleurs à l'origine de la législation sur le harcèlement aux États-Unis, a écrit un ouvrage intéressant dont je conseille la lecture parce qu'il est très documenté en droit comparé, qui s'appelle Le viol redéfini. Euh, et elle explique que finalement, l'insertion de la notion de consentement dans la loi pénale n'est pas pertinente parce que il faut comprendre que le viol s'inscrit toujours dans un rapport de domination. Ce rapport de domination, ça peut être un rapport de domination en termes de genre, en termes de position sociale, en termes de position économique, et que dans un rapport de domination, finalement, parler de consentement libre et éclairé n'a pas beaucoup de sens parce que la personne dominée est parfois sous emprise.
en sorte qu'on peut parfois, dans certaines affaires, observer que la personne qui se plaint et qui a été violée a en réalité consenti, mais qu'elle n'a pas véritablement désiré la relation sexuelle. Alors, cette avocate conclut au fond que ce n'est pas tellement une loi sur le consentement qui est nécessaire, parce que introduire le consentement dans la notion de viol ne permettrait pas nécessairement une répression plus efficace, mais que c'est une meilleure définition des formes de contrainte qui intégrerait le rapport de domination qu'il faudrait préciser. Alors ça, c'est la discussion symbolique sur laquelle on pourra éventuellement rediscuter plus tard. Mais ensuite, il y a une dimension purement juridique. Et là, j'en viens à la diapo suivante. Parce que il y a évidemment, si on changeait de définition, c'est-à-dire si on passait d'une incrimination qu'on peut considérer comme objective parce qu'elle fait référence au comportement de l'auteur à une incrimination plus subjective parce qu'elle ferait référence à la psychologie de la victime, eh bien, il y a des difficultés juridiques qui ne sont pas négligeables. La première difficulté juridique, c'est celle de la légalité criminelle, parce que dans une société démocratique, le principe de la légalité criminelle commande que la loi pénale soit suffisamment prévisible, qu'elle soit exempte d'ambiguïté. Or, de nombreuses études montrent que la notion de consentement n'est pas une notion facile à appréhender. C'est une donnée psychologique qui suppose d'une part une expression de volonté de l'auteur, mais aussi une expression de volonté de la victime, et que les deux se rencontrent et se comprennent. Or, il y a une forme de polysémie du consentement qui peut faire croire que finalement, le consentement n'est pas une notion suffisamment précise et qu'il vaut mieux, comme le fait la loi française, eh bien, s'en référer à des actes parfaitement compréhensibles et identifiables et facilement démontrables également. Si une victime a été violentée, les actes de violence sont facilement constatables, alors que dire qu'elle n'a pas consenti ou qu'il n'a pas consenti, parce que je rappelle que le viol est une infraction neutre qui n'est pas sexuée, même si, en pratique, évidemment, 80% des viols sont commis par des hommes sur des femmes. Le deuxième obstacle sur lequel on peut s'attarder, c'est l'obstacle de la présomption d'innocence. En droit français, eh bien, la parole de la victime, qui n'est pas un témoin en procès, n'a pas plus de valeur que la parole de l'auteur. Et c'est à des éléments extérieurs qu'il faut se référer pour fonder l'accusation. Donc une accusation qui serait fondée sur la seule parole du plaignant bien, peut interroger au regard de la présomption d'innocence. Et ici, on peut ne pas suivre certains mouvements féministes qui estiment que eh bien, c'est à l'auteur de prouver qu'il s'est assuré du consentement explicite de la victime, sans autre élément. Car comment pourrait-on prouver, au fond, que l'on s'est assuré du consentement explicite, si ce n'est en prouvant qu'il n'y a pas eu violence, contrainte, menace, surprise, et on revient aux autres éléments, sauf à contractualiser évidemment une relation sexuelle en exigeant que, comme on le fait par exemple dans certains rapports sadomasochistes, un véritable contrat préalable à la relation sexuelle, ce qui est évidemment tout à fait abusif. Un autre élément est soulevé par ceux qui sont un peu dubitatifs face à l'intégration du consentement dans la définition du viol, c'est le risque d'exposition procédurale de la victime. Car au fond, si l'infraction est principalement concentrée sur la victime, eh bien le procès est lui-même concentré sur la victime, qui doit alors être interrogée. Et c'est malheureusement déjà le cas en pratique, alors que précisément, ce ne devrait pas être le cas. Si l'infraction telle qu'elle est rédigée en droit français eh bien, est orientée vers le comportement de l'auteur, on ne devrait pas passer son temps à interroger la victime sur son consentement, sur son attitude, sur sa capacité de résistance, sur la façon dont elle était habillée. Ce qu'il faut, c'est s'interroger sur le comportement de l'auteur qu'il s'agit de juger. En d'autres termes, le procès d'un viol, ce n'est pas le procès de la victime, c'est le procès de l'auteur. Et ce que soutiennent donc certains avocats d'ailleurs, et je ne sais pas ce qu'en dira mon ami Sylvain Galina, c'est que, au fond, introduire le consentement dans la définition du viol peut aggraver la situation de surexposition médiatique et procédurale de certaines victimes en concentrant donc le procès sur elles. Alors pour terminer, puisque mon temps est bientôt expiré, on pourrait peut-être rassembler les points de vue par une proposition et d'ailleurs s'inspirer, oui, c'était la diapo suivante, Clémence, s'inspirer du droit belge, qui au fond introduit le consentement dans la définition du viol, en expliquant que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit,
Alors, il n'y a pas l'ajout que nous, on connaît de l'acte bucco-génital, mais on pourrait l'ajouter, bien sûr. Commis sur une personne qui n'y consent pas constitue le crime de viol. Puis on ajoute ensuite qu'il n'y a pas consentement, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime sexuelle. Ce que j'ajouterais, moi, à titre personnel, ce que j'ai pu observer dans mes recherches et dans les réflexions au regard de la jurisprudence, c'est que ce qui pose souvent problème dans différentes affaires, et on le voit encore dans l'affaire Mazan, c'est souvent la situation d'emprise, c'est-à-dire la situation dans laquelle la victime est dans un rapport de domination, alors domination conjugale, domination sociale, domination économique, où elle n'est pas véritablement en mesure de consentir, ou parfois elle consent pour passer à autre chose. Et c'est cette incrimination peut-être de l'emprise qui est peut-être manquante dans notre dispositif et qui pourrait peut-être être ajoutée. En tout cas, c'est la proposition que j'avais faite lorsque j'avais été auditionné par la mission parlementaire pour ajouter à la définition du viol cette notion d'emprise. Et je vous remercie de votre attention. Et je reste disponible pour les questions plus tard. Merci beaucoup pour ce timing parfaitement respecté. Donc, la parole est maintenant à Maître Galina. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je voulais vous remercier surtout pour ce moment de partage et remercier l'université parce que sincèrement, la pertinence et la qualité de ce type d'intervention me ravit au plus haut point en tant qu'avocat parce qu'enfin on prend le temps. Enfin, un peu plus de temps que des phrases chocs ou des formules de style et on arrive à réfléchir ensemble à une notion qui est un peu complexe. Alors, comme c'est important quand même de dire d'où l'on parle concrètement, bon, moi je suis avocat depuis 20 ans avec une dominante pénale et avec un axe depuis quelques années maintenant sur la défense des activistes de toute nature. Voilà, ça ouvre un peu le prisme de mon intervention parce que pour le coup, je vous dois au moins cette vérité et l'appréhension que j'ai moi-même de ce type de sujet. Donc, le cadre a été fixé par le professeur Simpo, qui nous a dressé les évolutions, les interrogations, qui viennent un peu percuter la notion de viol par l'intégration du consentement. Mon rôle, ça sera un rôle pratico-pratique, qui est un peu complexe, parce que je vais faire de la prospective pour essayer de me projeter dans la virtualité d'une enquête et d'un procès qui intégrerait ou qui prendrait en considération l'intégration du consentement dans le viol. Cette notion, c'est évidemment l'imprégnation d'une réflexion qui est collective et qui est fondatrice des évolutions de notre société. Et qui dit évolution de notre société, au-delà de la réflexion collective qu'on peut avoir, eh bien, ça ressurgit sur un espace qui est le mien, c'est-à-dire sur l'espace judiciaire, sur l'espace du procès, sur l'espace de l'enquête. Donc, une réflexion collective, une évolution de la norme sociale et la réintégration de tout ce capharnaüm de réflexion au sein du procès. Donc la notion du consentement, je veux être bien clair sur la façon dont moi je l'envisage dans le cadre de cette infraction si particulière, c'est un terme, plus exactement un espace de combat, une pédagogie du combat. Je vais m'expliquer. En tant qu'avocat, quand je reçois une victime, puisque c'est le prisme de mon intervention, il faut que je m'assure d'un certain nombre de choses, avec beaucoup de rigueur. Il faut que je m'assure surtout que l'institution judiciaire, que les enquêteurs, que le juge d'instruction, que la juridiction criminelle sera en mesure d'appréhender de manière juste, précise, circonstanciée, quelle est la nature de l'interdit, quelle est la nature de la norme sociale, et donc quelle est la légitimité ou pas de la reconnaissance de sa violation. Donc, en substance, cette réflexion, elle vient impacter le réel sur plusieurs champs, et ça sera le cadre de mon intervention en un peu moins d'un quart d'heure. Le réel du traitement judiciaire du viol dans le cadre d'un procès, avec un impact sur la révélation, l'instant de la révélation des faits, hyper important, sur l'enquête, sur le procès en lui-même. Un impact sur chaque étape de la procédure et sur chacun des intervenants à la procédure. Victime, enquêteur, ministère public, accusé. C'est difficile de se projeter, mais j'ai quand même à peu près quelques idées sur le sujet. Donc, premier appel, en tant qu'avocat, très important, c'est le fait d'énoncer
à celle qui vient révéler des faits, souvent de manière très douloureuse, des faits avec souvent un silence pesant qui aura pu durer plusieurs mois, plusieurs années. Une chose très simple, la nature de l'infraction pénale, son objet social, puis la procédure dans son ensemble, les intervenants et enfin la logique de mon accompagnement. Quand je rappelle ce qu'est une infraction pénale, je rappelle ce qu'est le viol et je rappelle cette définition qui vient d'être donnée, en précisant concrètement qu'une infraction pénale, elle est toujours construite de la même manière, avec des éléments constitutifs qu'il va falloir déterminer tout au long de la procédure. S'il en manque un, si l'appréciation sur l'un des éléments constitutifs du viol fait défaut, alors se posera le problème, et je l'évoque tout de suite, de la caractérisation concrète de l'infraction, de sa reconnaissance et donc de la logique d'une réparation. Donc, modifier la définition, proposer de modifier la définition, c'est un peu, me semble-t-il, de manière assez positive, ouvrir le champ de la réflexion. En intégrant la notion de consentement, on élargit le champ de la réflexion sans centrer sur la victime, mais en prenant en considération ce qu'elle est, la façon dont elle a révélé les faits et l'importance de la notion de consentement qui affleure à tous les instants de la procédure. Intégrer le consentement à la mode belge ou à la mode Conseil national des barreaux, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est ouvrir le champ de cette réflexion, c'est permettre à la victime de comprendre la légitimité de la sanction, lui permettre de comprendre aussi la pertinence de la réparation. Voilà pour la victime, voilà pour l'accusé, voilà pour le ministère public. Réinstaurer de manière pédagogique et pas simplement virtuelle sur le plan juridique. La notion de consentement dans la définition, c'est remettre tout le monde en ordre de marche sur la phase du procès et sur la phase de l'enquête. Voilà pour la petite introduction avec une chose importante, un rappel pour tout le monde, mais je pense que c'est important de le dire. Comme on a quitté le monde féodal et c'est heureux et qu'on ne cesse d'évoluer sociétalement, le ministère public est le seul à pouvoir apporter une démonstration juridique efficiente, à pouvoir requérir une peine, une sanction. C'est la dissociation qui permet de mettre à distance non pas l'événement, mais la victime et l'accusé. On confie au ministère public cette charge, la norme sociale, le sens de l'interdit et la faculté de requérir. Chacun demeure à sa place, mais celle du ministère public sur cette démonstration du viol, dans la phase notamment du procès, elle est relativement essentielle, notamment sur la contrainte, la violence et la surprise. Donc, je crois, théoriquement, mais ça a un impact dans mon exercice, je vais poursuivre, que intégrer le consentement, venir surrajouter. Le CNB a fait une proposition qui se rapproche de la proposition que le professeur Simpo a évoquée, qui surajoute, mais qui est claire, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par violence, commis contre la volonté de la personne, voilà. On intègre cette partie, on surajoute par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Donc on ne supplée pas la totalité de l'infraction, la violence, la contrainte, la surprise, par la seule notion de consentement, mais on révèle le fait que ce consentement n'affleure pas dans le cas du procès, mais émerge. Et parfois, je me dis quand même qu'en tant qu'avocat, auxiliaire de justice que je suis, dans cette phase-là, il est important parfois d'écrire noir sur blanc l'évidence pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit intégrée et pour qu'elle soit admise. Phase de révélation des faits, je ne sais pas si cette nouvelle définition aura un impact. Bon, évidemment, je suis positif par nature, comme garçon, donc je présuppose que les évolutions de ces dernières années ont une importance considérable et statistiquement, on le voit, la dépôt de plainte simplifiée, les formulaires simplifiés, la formation essentielle des gendarmes et des policiers, ça compte beaucoup dans le cadre des auditions et des confrontations auxquelles je peux assister, l'École nationale de la magistrature, qui a imposé aux futurs magistrats une formation initiale obligatoire sur ce sujet. Là encore, collectivement, on avance sur cette réflexion, mais bien trop souvent, et je le regrette comme avocat, il faut que je répète que l'obligation de recevoir des plaintes, eh bien, c'est une obligation absolue
que l'interdiction des mains courantes, là aussi, c'est une obligation absolue et qu'il faut tenir à minima informé des évolutions et la victime et son conseil. Donc, sur cette phase préalable de révélation des faits, je ne sais pas si cette définition aura un impact, peut-être un impact sur un effort politique plus important. En tout cas, pour moi, en tant qu'avocat, sur cet accompagnement initial, ça me permettra de peser un peu plus et de rappeler à tous, tout de même, l'importance de la victime dans l'espace et dans ce procès. Au-delà du fait, et vous l'avez rappelé, et M. Simpo l'a rappelé, que le procès pénal, il est essentiellement centré quand même encore aujourd'hui sur l'accusé. Phase d'enquête avec l'intervention de l'avocat, j'espère que je suis dans les temps, je crois que oui. Bon. Là, on est sur un sujet qui, pour le conseil que je suis, est assez mécanique. Audition, description des faits, description des lieux, confrontation, expertise psychologique, expertise psychiatrique, scan de l'environnement familial, de l'environnement social. Cette phase d'enquête, elle va permettre de comprendre, d'analyser, c'est-à-dire de se donner les moyens de rendre convenablement une décision. Et tout au long de cette phase d'enquête, tout au long des actes que je viens de décrire, qui peuvent être sollicités par la victime, par l'accusé ou par quiconque dans le cadre de la procédure au ministère public, affleure en permanence cette question du consentement. Mais je veux croire quand même, et c'est un peu les questions qu'on se pose, nous en tant qu'avocats, collectivement, j'entends, et je sais que l'École nationale de la magistrature le fait aussi, peut-être cela permettrait-il l'intégration du consentement dans la définition, une refonte de cette phase sur la nature des questions qui sont posées à la victime ou à l'accusé, dans le cadre des auditions, dans le cadre des confrontations, sur la nature ou le corpus des expertises psychologiques, psychiatriques. Là encore, peut-être qu'on peut ordonner de manière différente cette phase d'enquête pour permettre à la victime de porter une parole qui soit un peu plus prégnante dans le cadre de ce procès. L'enquête, c'est une trame absolue, c'est le corpus démonstratif de la phase finale que constituera le procès. Donc, intégrer le consentement sur cette phase-là, pour moi, si je fais un peu de prospective, c'est permettre à l'avocat que je suis d'être plus démonstratif et de peser plus sur chacun des instants, non pas au service de la victime, mais au service de la vérité, puisque je suis auxiliaire de justice et tous mes confrères le sont aussi. Et ça, c'est quand même une donnée importante. Quant à la phase du procès, c'est un espace, comment dire, si intime, si délicat à entrevoir que je ne peux que vous recommander euh, de tenter, d'y assister, si la chose est possible et si les salles d'audience vous sont ouvertes. Elles le sont évidemment par principe de manière absolue, mais parfois le huis clos est réclamé. Il faut y assister pour percevoir évidemment l'émotion que tout cela dégage, évidemment sur quelques jours à peine qui nous sont offerts, la difficulté de porter une parole, celle de la victime ou bien encore celle de l'accusé, et surtout l'importance que nous accordons collectivement à l'œuvre de justice. En fait, dans le cadre du procès, vient comment dire, euh, s'intégrer toutes les questions possibles, celles de l'enquête et celles de la révélation, avec une trame essentielle. Moi, en tout cas, c'est ce que je diagnostique de mon expérience depuis un peu plus de 20 ans. La question est, pour moi, toujours la même. Est-ce que l'homme, moyennement raisonnable, l'homme raisonnable tout court, l'homme moyen, aurait, dans les mêmes circonstances, parfaitement décrites, parfaitement calibrées, eu conscience de l'absence de consentement de son ou sa partenaire. Et en fait, intégrer le consentement dans le texte, c'est valoriser en quelque sorte l'homme moyen. C'est lui donner un peu plus de consistance. C'est dire que l'homme moyen de 2024, fort heureusement, ne ressemble pas à celui des années 70. Et peut-être que si nous nous projetons un peu plus loin encore, celui de 2024 sera un peu plus faible ou un peu plus moyen que celui de 2025 ou de 2026. Pratiquement, et sans faire un état de la jurisprudence, j'avais quelques éléments aussi, cette question du consentement affleure, y compris dans le raisonnement. On permet aux juridictions criminelles d'avoir une motivation, disons, plutôt souple, plutôt légère, ce qui permet
euh, et les références sont assez nombreuses, de prendre en considération, pour citer quelques exemples, vécu ou non, la vulnérabilité de la victime dans les rapports, dans le cadre d'une consultation médicale, la prise en compte du contexte professionnel, de la domination inhérente à ce contexte professionnel, de l'exploitation de la faiblesse mentale, du GHB, de l'état de sidération, de l'emprise psychologique, de l'état alcoolisé, de la dépendance, notamment économique. Donc, on a un champ des possibles et de raisonnement assez large qui affleure en permanence avec cette question du consentement. Donc, ce que je veux croire et la façon dont le Conseil national des barreaux et les avocats, de manière collective, puisque c'est notre organe représentatif, le voit ou l'appréhende, c'est en fait euh, un point d'accroche, un ancrage, en fait. En intégrant le consentement, je fige une évolution sociétale qui affleure sur toutes ces phases de la révélation des faits, de l'enquête et du procès, et même de l'évocation de la sanction. Donc concrètement, euh, intégrer le consentement, c'est s'ancrer dans la réalité, et c'est en quelque sorte se dire, OK, on ne reculera plus sur ce point. Donc pour s'assurer qu'on ne reculera pas sur ce point, sur le fait que le consentement ou l'absence de consentement soit une donnée acquise, eh bien, on l'intègre dans le corps du texte. Voilà comment je vois l'évolution aujourd'hui et la nécessité de l'intégrer pour moi de manière pédagogique, symbolique, mais avec un éclairage particulier sur l'enquête, sur la révélation des faits et sur la phase du procès. J'aurais pu donner 1000 détails, mais comme chaque procès est une particularité, voilà comment moi j'envisage dans l'exercice l'intégration du consentement au sein de la définition. Un ancrage pédagogique et symbolique absolument nécessaire, sans faire du consentement l'alpha et l'oméga de l'infraction de viol, puisque sinon on rentrerait dans une logique de présomption de non-consentement, et là on aurait effectivement changé complètement de paradigme, y compris sur le phase du procès. Voilà, je crois que je suis dans les temps. C'est parfait, Bon. pile poil dans les temps. Donc, merci pour votre expertise, votre avis. Et donc maintenant, la parole est à Madame Alexia Boucherie. Bonjour. Du coup, merci beaucoup pour l'invitation. Compte tenu du temps limité, je vais m'attacher à présenter les cas majoritaires qui apparaissent dans ma recherche, donc avec moins de nuances que je ne le fais dans ma thèse. Et je vais donc me restreindre au contexte hétérosexuel et présenter comment les jeunes de 18 à 25 ans que j'ai rencontrés génèrent des opportunités sexuelles en respectant plus ou moins cette norme du consentement via la mise à distance de l'image du viol. Aucun homme que j'ai rencontré ne se reconnaît comme violeur, même quand certains de leurs actes peuvent s'y rapporter. Au contraire, le violeur, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est le barbare. On le voit dans les procès de viol de Mazan, hein, on le voit dans les réactions des hommes face aux accusations féministes. Il y en a des biens. Il faudrait pas mettre tous les hommes dans le même panier. Et je le vois aussi dans mes entretiens, puisque beaucoup des hommes que j'ai rencontrés me disent, je n'ai jamais violé, moi je respecte les femmes, mais c'est vrai que cette fois-là, j'étais pas bien sûre du consentement de ma partenaire. Et dans ces cas qui finalement composent la banalité des relations sexuelles, il n'y a pas eu de contrainte explicite de la part du ou de la partenaire qui initie la demande sexuelle, mais il y a tout un contexte, qui soit structurel, spatio-temporel, relationnel et individuel, qui complexifie l'explicitation d'un refus. Dans ces situations, il y a donc a priori pas viol tel que considéré par la loi, mais le consentement qui en a été déduit n'est pas toujours très clair et la relation sexuelle n'est pas toujours vraiment désirée. Donc, mon propos, c'est comment parler de ces zones grises où le consentement traduit plutôt une autocontrainte qui a été jugée par les personnes qui se sont autocontraintes, qui a été jugée moins coûteuse que d'opposer un refus. Parce que ce qui ressort de ma thèse et de mes interventions en milieu scolaire et professionnel, c'est que personne, finalement, n'a de mode d'emploi du consentement. Il y a certaines féministes qui s'y essayent, en nommant notamment des principes à respecter pour qu'il y ait consentement, mais dans les faits, peu l'appliquent à la lettre. Or, on, on l'a, Monsieur Simpo l'a abordé, l'a mentionné tout à l'heure, dans des cas, par exemple, des contextes de sex party ou de BDSM. Euh, mais
des cas très restreints. Et faute de mieux, il y a une acceptation commune sur le fait que consentir, c'est l'inverse du viol. S'il n'y a pas de contrainte explicite, alors il y a du consentement et la relation n'est pas problématique, donc n'a pas vocation à être interrogée. Or, avec la remise au centre des débats autour du consentement suite au mouvement MeToo et sûrement suite au procès de Mazan, les jeunes adultes ont davantage questionné leurs relations sexuelles et cette réflexivité, elle s'est effectuée de manière genrée, c'est-à-dire que les hommes vont relire leur biographie sexuelle en se demandant s'ils ont déjà abusé de leur partenaire, tandis que les femmes, elles vont relire leurs relations sous l'égide des violences sexuelles potentiellement vécues. On reste donc dans une logique assez euh, archaïque de viol pas viol et les personnes ne disposent pas finalement d'autres indicateurs pour investiguer leur consentement. Dans mes entretiens, il y a quelques hommes qui m'ont parlé de difficultés à continuer à aller vers des femmes avec cette nouvelle norme du consentement. En tout cas, cette mise au centre du consentement, par peur que leurs avances soient perçues comme des offenses. Certains ont donc modifié leur pratique et attendent que leur partenaire fasse le premier pas. D'autres ont réduit, voire ont arrêté d'avoir des relations sexuelles, mais ça reste des cas minimes. La plupart d'entre eux souhaitent continuer à avoir des relations sexuelles et continuent de mobiliser des croyances communes selon laquelle le consentement, ça se voit. Le consentement, c'est facile, ça se voit. C'est une phrase qui revient énormément dans mes entretiens. Et cet imaginaire selon lequel le consentement c'est facile, il est porté à la fois par la mise à distance des représentations de viol, donc la présence de contraintes explicites, et par l'imaginaire hétéronormé de la sexualité dans lequel les corps hétérosexuels sont censés se deviner et se désirer sans le dire, dans une attraction qui serait attendue, qui serait naturelle. Et cet imaginaire, il est renforcé par la socialisation sexuelle qui, dans un contexte patriarcal, et on le verra sûrement avec Muriel de manière plus précise, apprend aux hommes qui sont en droit d'accéder à cette opportunité sexuelle, d'autant plus s'ils ont fait des efforts pour créer cette opportunité. Et la création de cette opportunité, elle est valorisée dans la construction de leur masculinité. Donc, ces hommes, ils ne veulent pas violer, mais ils estiment quand même avoir le droit d'accéder à ce qui leur est dû, c'est-à-dire au corps des femmes. Et ce, notamment dans des contextes de conjugalité ou de drague. Le premier contexte se renvoyant à la propriété, propriété de l'homme sur sa femme, ce qui était légitimé par la loi jusqu'à encore assez peu finalement. Et l'autre, donc le contexte de drague relevant de l'acte de conquête, qui est légitimé socialement. Donc les femmes ciblées, et je reprends là un des mots qu'a employé l'un de mes enquêtés, ces femmes ciblées, elles sont mises dans un contexte qui va favoriser la finalité sexuelle grâce à des scripts qui sont culturellement reconnus et légitimés comme sexuels. Le script majoritaire, que moi dans ma recherche j'appelle script spontané, il se déroule, il fonctionne par l'interprétation de comportements implicites de séduction, c'est-à-dire que l'intention sexuelle n'est pas communiquée au profit d'une spontanéité des corps consentants qui s'éprouverait, qui s'identifierait par un enchaînement graduel de gestes et de rapprochements dans l'intime. En résumé, de manière très schématique, tant qu'aucune des personnes présentes dans l'interaction sexuelle ne manifeste explicitement un non-consentement et que s'enchaînent ces gestes visant un rapprochement physique, la relation sexuelle est considérée comme désirée et comme consentie. Et quand bien même des questions seraient posées, des questions seraient verbalisées, elles demeurent ancrées dans un contexte de corps qui sont dans une forte proximité, presque entravés même. On a cette image qui revient souvent et qui est connue dans les séries, les films, du garçon qui, au moment de pénétrer la fille, demande si elle est bien sûre qu'elle en a envie. Et donc, cette proximité des corps-là va influencer la possibilité de refuser, va rendre plus difficile la possibilité de refuser. Il y a aussi le fait que les désirs individuels ne sont pas toujours très bien identifiés. Comment être sûr qu'à un moment T, on a envie d'être pénétré ou non, ou de telle ou telle façon. Et il y a aussi à prendre en compte les souvenirs parfois traumatiques d'expériences de violences sexuelles qui peuvent complexifier ce refus. Il y a aussi après des faits beaucoup plus sociaux qui sont le fait de ne pas oser refuser, là aussi avec la socialisation
genrée, le fait de ne pas vouloir vexer l'autre, le fait d'avoir peur de perdre la relation, etc. Donc, si ce script-là, il se déroule sans encombre, c'est-à-dire sans manifestation explicite de refus, finalement, il n'y a pas besoin d'user de contraintes explicites pour atteindre la finalité sexuelle, puisque les normes sociales prennent le dessus et le fait de refuser admet ainsi un coût grandissant à mesure que le script se déroule, à mesure que les corps se rapprochent, le fait de refuser est d'autant plus compliqué. Pour expliquer cette difficulté à refuser une relation sexuelle, les études existantes se centrent principalement, et même Monsieur Galina avant moi en a parlé, hein, les études se centrent principalement sur les effets de sidération ou de socialisation genrée qui justifieraient une immobilité ou le fait de céder, ou le fait d'avoir des faiblesses dans des capacités individuelles qui sont euh, affaiblies, etc. Mais ce qui est primordial à retenir, c'est que dire non dans toute interaction sociale, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile lorsque on est en position de dominer dans l'interaction. C'est difficile parce que les rencontres humaines, elles sont cadrées par des normes, et notamment des normes de politesse qui font que, enfin, dont le but est que lors d'une interaction, l'échange soit le plus convenable pour éviter de créer des moments de gêne. Ça, c'est l'une des théories du sociologue Erving Goffman, c'est que l'une des normes les plus fortes qui régulent nos relations, c'est de faire en sorte que personne ne soit mis dans le malaise, dans l'interaction. Et ces moments de malaise, qui doivent être donc évités, ils apparaissent quand l'une des personnes opère une rupture du script, c'est-à-dire qu'elle ne se comporte pas on comme on attendait d'elle qu'elle se comporte. Et la sexualité, elle n'échappe pas du tout à ces rites d'interaction, et ce, d'autant plus lorsque cet espace relativement incertain cristallise de forts enjeux, qu'ils soient sociaux, relationnels, de l'ordre d'un développement personnel, etc. Donc les personnes ont encore plus besoin de se référer à ces scripts hégémoniques et hétéronormatifs de la sexualité pour réduire l'incertitude et montrer qu'ils maîtrisent l'interaction et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'imprévus possible. Et dans ce contexte, donc, refuser une interaction sexuelle, ça vient interrompre un script qui est censé fonctionner. Et donc, ça provoque un malaise dans l'échange. Et soutenir cette position de rupture de cadre, soutenir le fait de ne pas s'être comporté comme on attendait euh, comme on attendait euh, qu'on se comporte, d'avoir généré donc un malaise, ça demande soit d'avoir eu accès à des ressources alternatives pour proposer un autre script pour pouvoir continuer l'interaction, soit d'être dans une position sociale suffisamment élevée pour qu'il y ait une facilité euh, à refuser la chose sans craindre les conséquences. Donc en fait, il est parfois plus simple d'accepter une relation sexuelle, voire de performer un enthousiasme pour que l'interaction se passe au mieux, pour que les égos de chacun chacune soient rassurés, pour que ça se termine plus rapidement possible et ne pas avoir à visibiliser ou expliciter le malaise qui se passe à l'intérieur de soi parce que le coût du malaise social est plus important que le coût du malaise interne. Et outre le malaise généré, émettre un refus, c'est aussi simplement le fait de risquer le viol. Les traumatismes qui sont décrits suite à cet acte donnent une représentation du viol, euh, une violence telle que les femmes rencontrées redoutent de s'y confronter. Certaines parce qu'elles l'ont déjà vécu, d'autres parce que des femmes de leur entourage l'ont vécu et elles ne veulent pas le vivre à leur tour. Donc accepter, finalement, c'est garder une part de maîtrise malgré tout, c'est diminuer la violence et participer à l'acte plutôt que de se le voir imposer contre son gré. Et il y a ici l'idée que dans tous les cas, il va falloir y passer, donc autant le faire avec un semblant de décision. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Donc, dans cette communication, j'ai essayé de montrer que la différence entre viol et consentement est vraiment euh, ténue dans la réalité des biographies sexuelles dès lors que l'on se détache d'une approche théorique juridique telle qu'on l'a vue auparavant. Chez la plupart des hommes, il n'y a pas cette intention de violer, ni même de contraindre l'autre lors d'une relation sexuelle. Mais il n'y a pas non plus l'intention de renoncer à l'opportunité sexuelle facile où l'on suppose que l'autre est consentant ou consentante pour s'arranger avec sa propre conscience et où les possibilités de refus ne sont pas non plus facilitées pour pouvoir donc
conserver un accès quasi garanti à une sexualité. Donc ces pratiques, hein, elles se font le plus souvent sans l'intention de nuire. Elles sont reproduites par manque de script alternatif. Elles sont reproduites parce qu'elles fonctionnent. Effectivement, elles fonctionnent. Suivre ce script, c'est euh, avoir accès à une sexualité. Et aussi parce qu'elles ne sont pas sanctionnées. Et si on entend intégrer le consentement euh, dans la loi contre le viol, ces situations pourraient peut-être devenir sanctionnables. Dès lors, comment les caractériser? Donc, j'ai moi aussi une proposition de définition, en tout cas de- d'illustration, de matérialisation du consentement. Ce serait de considérer que tout corps a un potentiel vulnérable et que ça n'est pas uniquement dû à des caractéristiques individuelles. Si on part du principe que tous les corps sont vulnérables en matière de consentement, alors c'est le degré d'autonomie et d'accessibilité aux ressources sur la sexualité dont la personne dispose dans un contexte donné qui va situer ce consentement sexuel pour chacun, chacune. Il me semble là, un fort intérêt scientifique, mais aussi préventif, à réussir à matérialiser le consentement à l'aide d'indicateurs qui seraient relatifs au degré d'autonomie, de codétermination et d'accessibilité aux ressources disponibles pour effectuer un choix situé dans un espace-temps, dans des rapports de pouvoir, dans une trajectoire, dans une relation, dans des désirs, dans des envies, etc. En somme, il s'agit de considérer que le consentement n'existe réellement que si le refus est objectivement possible avec la prise en compte de l'individu dans sa globalité, donc des positions sociales inégales, de reconnaître les positions sociales inégales occupées et la force des scripts sexuels. C'est comprendre donc qu'il ne s'agit pas uniquement de volonté ou de capacité individuelle, mais de son inscription dans une société hiérarchisée aux ressources inégalement distribuées en matière d'accès libre et éclairé à la sexualité. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Encore une fois, un timing parfaitement respecté. Je rappelle juste que vous pouvez vous poser vos questions tout au fil de l'eau dans l'onglet Q&R. Et je passe bien sûr maintenant la parole à Madame Muriel Bichot, notre dernière intervenante pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Voilà, c'est bon? C'est bon, on vous voit. On Très voit, bien, enfin, on voit les diapos. très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup aussi pour l'invitation. C'est la deuxième ou troisième fois que nous intervenons sur les webinaires. Et voilà, pour nous, c'est toujours très, très riche de pouvoir permettre de partager en tout cas notre expérience de terrain avec des situations concrètes. Euh, donc, après voilà, moi je me présente, je m'appelle Muriel Bichot, je suis de formation éducatrice spécialisée et thérapeute familiale et formatrice au CASSIS, une association qui existe depuis plus de 40 ans et qui se trouve quartier du Grand Parc à Bordeaux. Donc mon intervention je vais vous présenter l'association Le Cassis pour vous contextualiser mon lieu de travail et quel est mon regard sur cette question et la notion du consentement et notamment l'accompagnement des victimes. Et je vais vous présenter la Maison d'Ella succinctement aussi. Dans un deuxième temps, je vais vous parler et présenter la construction des vulnérabilités face au consentement. Donc, ça va compléter vraiment la vision d'Alexia Boucherie, puisqu'on est assez complémentaires, mais voilà, avec un autre angle qui est le nôtre. Et puis, pour finir, je vais vous présenter 3 cas cliniques qui illustrent la notion du consentement de manière transversale tout au long du suivi thérapeutique. Bon, les vignettes cliniques que j'ai réalisées ce soir, elles sont composées de plusieurs suivis. Vous comprendrez bien, afin de respecter l'anonymat des personnes, ce n'est pas des vignettes cliniques d'une personne à chaque fois. Donc, le Centre Accueil Consultation Information Sexualité, le CASSIS, créé dans les années 80 à l'initiative d'habitants, d'associations, de travailleurs sociaux et d'associations de parents d'élèves, a voulu ouvrir un lieu d'écoute, d'information sur toutes les questions autour de la sexualité pour lutter contre les discriminations liées au genre et aux sexualités.
Donc, avec comme première mission développer le soutien à la vie affective et sexuelle des jeunes. Donc là, on se situe bien dans une optique de prévention primaire avec ce que disait Alexia tout à l'heure, pouvoir permettre aux jeunes d'enrichir leurs ressources sur la sexualité pour avoir des outils pour pouvoir vivre une entrée en relation avec des partenaires intimes en étant le plus outillé possible et le plus en capacité de donner un consentement et d'écouter peut-être le non-consentement de son ou sa partenaire. Donc on intervient, la notion du consentement peut intervenir dès le plus jeune âge, évidemment, après les notions d'intimité, de développement psychosexuel, mais on peut, dès l'école primaire, voire maternelle, parler de consentement avec les enfants sur leur corps, le respect de leur corps, le respect du corps des autres. Et de manière transversale, ça devrait être abordé tous les ans, comme le prévoient les programmes d'éducation. Voilà. Mais ce qui n'est pas dans les faits réalisé. On propose du soutien à la vie affective et sexuelle et la parentalité pour les adultes. Il n'y a pas d'âge justement pour aborder ces notions en prévention primaire de consentement. Euh, et puis aussi dans la parentalité, justement, dans l'accompagnement du développement psychosexuel des enfants. On a un service de formation professionnelle. On intervient, et ça c'est très très intéressant et riche pour nous et pour les personnes que l'on forme, j'espère. On intervient donc à l'ENM, on intervient dans les stages de formation des policiers, on intervient dans plein d'endroits différents où seront accompagnées les victimes. Pour faire bouger justement les choses et notamment prendre en compte la notion du consentement dans, dans le suivi de ces personnes. Et puis, nous avons donc le centre de santé sexuelle où la question du consentement dans le soin a été travaillée avec tous les professionnels qui interviennent dans notre centre de consultation et qui sera abordé évidemment avec les patientes à chaque fois aussi en termes de prévention primaire, voire secondaire, quand le problématique vient à être témoigné pendant les consultations et pendant les entretiens. Le service de la Maison d'Eda, c'est un service qui est né il y a 5 ans. C'est un projet qui a été créé, un projet pluripartenarial avec toutes les structures qui travaillaient de près ou de loin sur la question des violences et qui ont souhaité participer avec nous pour aujourd'hui, en tout cas, proposer un lieu de prise en charge du psychotraumatisme des femmes victimes de violences. Donc, on fait aujourd'hui pas de l'urgence, on fait du soin à moyen et long terme, du soin en thérapie avec une prise en charge psychocorporelle et on y tient. L'équipe est composée, voilà, d'une directrice, une équipe pluridisciplinaire qui vraiment met l'accent fort sur la question de la prise en charge psychocorporelle. Euh, donc, plusieurs professionnels, voilà. Pour permettre une bonne prise en charge et un travail thérapeutique efficace, nous proposons une prise en charge globale. C'est-à-dire que pour pouvoir se concentrer dans la thérapie avec les personnes que nous accompagnons, il faut pouvoir aussi entendre les problématiques sociales, les problématiques juridiques, parce que ce n'est pas quand la personne se met à parler quand elle sort d'une problématique de violence, quand elle porte plainte, que ça s'arrête, ces problématiques sociales ou juridiques et judiciaires. La temporalité au niveau judiciaire est importante, on le sait très bien, et il va falloir accompagner sur du long terme sur ces questions-là. Pour pas que ça embolise la thérapie, nous proposons à la Maison d'Ella de prendre en compte ces dimensions-là. Nous avons donc une approche médicale et psychologique avec dans l'équipe une médecin généraliste, gynécologue, psychologue, thérapeute familial. Une approche corporelle, pour nous, c'est essentiel et nous ne pouvons pas dissocier les deux. Donc, nous avons une ostéopathe, une sophrologue, une danseuse, une socio-esthéticienne, des assistantes sociales qui interviennent aussi dans notre structure et une aide juridique quand la personne en a besoin
aussi. Donc, c'est une approche transdisciplinaire, intégrative et atypique. On fait du sur-mesure avec les personnes en fonction de leur temporalité. Donc, la personne, son parcours va être construit, co-construit avec elle, avec ses besoins en fonction de sa temporalité et on s'adapte aussi, bien sûr, par rapport aux procédures judiciaires qui vont soit freiner le travail thérapeutique de la personne puisque le procès va arriver, soit après les délibérés, il va falloir parfois envisager de reprendre tout un travail en thérapie un peu différent en fonction du résultat du délibéré. Donc, première phase, la phase de stabilisation essentielle, où on va créer une alliance thérapeutique avec la personne. Ce sont souvent des personnes qui, évidemment, puisque leur consentement a été abusé, enfin, ou pas respecté, il va falloir créer une alliance thérapeutique et leur proposer de vivre une relation de confiance. On propose un dispositif contenant. On propose de la psychoéducation et les techniques corporelles dès le départ pour pouvoir les stabiliser. La deuxième phase, c'est la phase d'exposition. On va proposer différents outils pour traiter les traumas. Et puis la dernière phase, c'est la phase d'intégration avec tout un travail autour de l'autonomisation de la personne, avec la possibilité de participer à des groupes sur les compétences psychosociales, par exemple. On va travailler sur la temporalité aussi et surtout une projection positive dans le futur. Donc, par rapport à ce que disait tout à l'heure Alexia, justement, je vais vous parler de facteurs de vulnérabilité, des facteurs à prendre en compte, ce que nous, on prend en compte évidemment et qu'on travaille essentiellement en thérapie. Ces facteurs de vulnérabilité, on va pouvoir, je vais vous présenter le prisme, mon regard autour de la théorie de l'attachement, les théories de l'attachement qui ont été essentielles pour comprendre les besoins essentiels du nourrisson. Euh, le nourrisson a besoin d'une figure d'attachement qui va répondre à ses besoins essentiels élémentaires tels que la nourriture, le soin, le sommeil, mais aussi le fait de se sentir important dès sa naissance, même en amont important, aimer, d'être en sécurité et d'être avec quelqu'un qui pourra lui apprendre notamment à réguler ses émotions. Et ça, c'est essentiel dans le développement de l'enfant. Donc, à partir de là, l'enfant, en fonction de comment ses figures d'attachement, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi d'autres personnes, en fonction de comment ils vont répondre à ses besoins, l'enfant va développer soit un attachement sécure, soit un attachement de type évitant, soit un attachement de type ambivalent, soit un attachement désorganisé. Et vous verrez après pourquoi c'est important. Donc, en fonction de ces figures d'attachement, forcément, il risque, le nourrisson, de développer plus tard des facteurs de vulnérabilité face à la violence et face notamment à la possibilité de donner son consentement. Voilà. Euh, donc, les facteurs de vulnérabilité par rapport en lien avec les différences éducatives de genre, ce que a introduit aussi Alexia. Les différences éducatives de genre, on en parle de plus en plus, mais elles sont néanmoins pas toujours conscientes, mais elles sont toujours présentes. On le voit, nous, on le constate dans toutes nos interventions scolaires que ce soit par l'attitude des jeunes, les propos des jeunes, que ce soit aussi par rapport à l'attitude du personnel encadrant, des enseignants. Euh, Ces différences éducatives sont toujours là. Donc, des chercheurs se sont penchés sur les différentes manières de materner. Nous nous comportons de manière différente que que nous soyons face à un bébé fille ou un bébé garçon. Même si les enfants sont élevés dans une même fratrie, par exemple, avec très peu de différences à la maison, ces différences seront néanmoins vécues et les enfants seront exposés à ces différences dès le moment où ils vont rentrer dans des structures de sociabilisation, que ce soit la crèche, la garderie, l'école. euh, Apparaîtront alors les stéréotypes de genre et sociaux, dans leur groupe de pairs aussi, évidemment, qui est d'une forte influence. Donc, ces différences entre l'éducation des filles et des garçons, ben, le fossé se creuse. On les constate toujours.
On a des réflexions dans nos interventions qui nous permettent de dire que il y a encore du travail et il faut pouvoir les aborder, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, mais de plusieurs manières et le plus souvent possible. Donc, quand on rapporte la théorie de l'attachement au regard justement de la construction stéréotypée en fonction du genre, l'éducation genrée, on se rend compte que, c'est exactement ce que disait Alexia aussi, se détache pour les garçons un attachement plutôt évitant en fonction de leur éducation, de plusieurs manières, en fonction de comment les figures d'attachement se sont comportées avec eux. Donc, moins, c'est caricatural, mais c'est toujours ça, moins écouter les pleurs d'un garçon, lui dire de moins pleurer, qu'il ne doit pas pleurer comme un garçon, le fait de moins le cajoler, le materner. Ce sont les garçons de manière caricaturale vont plutôt développer un attachement évitant avec voilà des notions comme ne plus ressentir, n'avoir besoin de personne par exemple. Les filles vont plutôt développer un attachement anxieux avec le fait de surenchérir dans le lien, de s'occuper à l'excès des autres, être dans le care, dans le soin, plutôt que de prendre soin d'elles. Deux styles d'attachement enfin, qui correspondent à l'archétype de la socialisation féminine et masculine que l'on retrouve. Et ça va donner pour des jeunes adolescents, préadolescents, quand ils vont se rencontrer dans les relations euh, hétéronormées, mais voilà. Euh, si on prend ce cadre-là de référence, des jeunes qui vont entrer en relation avec des différences, à pouvoir s'exprimer sur le consentement de la même manière, de manière égalitaire. Donc il y aura une inégalité avec un garçon qui, de manière caricaturale, va être dans la compète, va devoir absolument passer à l'acte, va devoir pousser un peu au rapport sexuel et surtout pas échouer. Et une jeune fille qui va plutôt être dans mais attention, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais si je dis non, il va se vexer. Si je dis non, il va pas rester avec moi et ne va pas avoir la possibilité de s'exprimer ou d'arrêter ce que Alexia appelle le script à un moment donné quand elle n'est plus d'accord, pour ne pas vexer, pour ne pas contrarier. Donc, on voit bien que dès la petite enfance, hein, que ce soit dans l'éducation, que ce soit après à l'école, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes à pouvoir donner et recevoir un consentement libre et éclairé dans les relations intimes, les relations de couple et les relations tout court. Ensuite, une réalité clinique, évidemment, une vulnérabilité de plus. C'est Marie Jaspar qui montre, donc sociodémographe, qui montre comment le fait d'avoir vécu de la violence, de la maltraitance dans l'enfance va être un risque pour les victimes de revivre des violences après à l'âge adulte. Ce risque est multiplié par 5. Donc encore un facteur de vulnérabilité face aux relations intimes et le fait de donner son consentement ou pas. Donc, quelques cas cliniques. Le premier, c'est une jeune femme, Sarah, 27 ans, qui vient, voilà, qui consulte, qui a été victime de viol de ses 6 ans à ses 10 ans par son entraîneur sportif. Elle a une amnésie traumatique jusqu'à ses 22 ans. À 22 ans, elle retrouve des petites bribes de mémoire et elle vient consulter en thérapie en se demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis folle ou pas. Les faits, bon, sont totalement à charge contre son entraîneur, évidemment, mineur de moins de 15 ans, personne n'y a autorité. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate chez cette patiente, c'est la culpabilité, une responsabilisation des faits, c'est-à-dire que la victime se sent coupable de ce qui s'est passé, coupable parce que elle aurait dû dénoncer les faits, elle aurait dû demander de l'aide, elle pense que elle est responsable que ça ait duré si longtemps. Ensuite, elle a évidemment un manque d'autocompassion à son égard. Euh, Pourquoi je l'ai pas repoussé? Pourquoi
Pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé sur moi et pas quelqu'un d'autre? Donc, c'est bien de mon fait. Et puis, une préoccupation dans la relation avec son agresseur, c'est-à-dire que euh, elle se, elle veut pas aller plus loin dans les démarches, elle a peur de ce qui va arriver à l'agresseur, elle a peur, elle se fait tellement peu confiance que elle a très très peur de lancer une procédure et d'aller plus loin. Voilà. Donc, tout le travail thérapeutique pour cette patiente, pour laquelle la question du consentement ne se pose pas, mais pour elle, oui. C'est une patiente qui peut dire, par exemple, que elle a obéi, c'est-à-dire que son agresseur n'avait plus besoin de lui demander à 6 7 ans comment se comporter. Elle savait à chaque séance de cours de piano comment il fallait faire et elle faisait comme il attendait qu'elle fasse. Et cette patiente, évidemment, se sent responsable d'avoir obéi. Il pense que tout est de sa faute. Donc le travail thérapeutique va être vraiment sur un travail sur l'autocompassion avec sa part enfant, c'est-à-dire la petite fille qu'elle était, essayer de comprendre euh, pourquoi quand on est enfant, il n'est pas possible de dire non. Qu'est-ce que c'est la psychoéducation aussi sur l'emprise, hein. Qu'est-ce que cette situation du prof, de l'entraîneur sportif qui a autorité sur elle, qui est déjà très autoritaire et va exiger des efforts sportifs très importants, euh, a su instaurer une situation d'emprise. Donc le fait de travailler la psychoéducation sur l'emprise va lui permettre de prendre de la distance et comprendre qu'il n'y avait pas consentement possible, qu'elle n'est en rien responsable. On travaillera aussi avec cette patiente beaucoup sur la psychoéducation. Alors, Une autre victime, par exemple, Elena, 20 ans, victime de viol par un ami. Il s'invite chez elle en fin de soirée. Il force au rapprochement et la relation sexuelle. Et là, on est exactement dans le contexte de surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à ce type de proposition de la part d'un ami. Et notamment, ce qui a provoqué chez elle un effet de sidération où elle n'a pas pu enfin, s'opposer à ce qui se passait avec son partenaire. Dernière situation de Christine, 40 ans, victime de violences conjugales répétées, victime de viols conjugaux. Là, on a une patiente qui, elle, ne conscientise la violence conjugale, mais en la minimisant, et qui ne conscientise pas le viol, puisque faisant partie de la relation de couple. Donc là aussi, hein, pour travailler sur la notion du consentement, on travaille sur la notion du consentement pour les relations sexuelles, notamment dans un contexte de violence conjugale. Est-ce qu'on peut être consentant à un rapport sexuel dans un contexte de violence conjugale? Donc, en conclusion, le consentement sous l'éclairage de la contrainte de l'éducation genrée, moi, ça me pose vraiment question. Donc, il y a plusieurs propositions des différents intervenants qui sont assez intéressantes ce soir pour justement prendre en considération ces inégalités et peut-être ces inégalités, les considérer comme des formes de contrainte. Le consentement dans un contexte d'emprise aussi, évidemment. L'inversion de la culpabilité, on manipule quand même, la stratégie de l'agresseur manipule la question du consentement. Et voilà, et le phénomène de revictimisation qui va faire qu'une victime risque malheureusement d'être exposée de nouveau à d'autres formes de violence. Donc voilà, là c'est juste en conclusion, hein, les violences sexuelles en outrepassant en tout cas le consentement de la victime créent une effraction psychique et corporelle avec des conséquences à long terme, d'où l'importance en tout cas de rendre perfectible, enfin de travailler sur cette loi. En l'état actuel, elle ne protège pas les victimes et il me semble qu'elle surexpose les victimes, même si je sais que la justice n'est pas là pour euh, voilà, protéger enfin, pour prendre en compte les victimes, mais en tout cas prouver les faits de l'auteur. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je reste disponible pour vos questions. mais merci beaucoup pour cette intervention. Donc, et merci à tous pour la qualité de vos interventions. Donc, on va passer aux questions. Donc, pour rappel, vous pouvez le faire dans l'onglet QR. Et on va commencer par la question sur est-il vrai que dans la loi espagnole, dans le cas d'un viol, il y a toujours présomption de culpabilité? Serait-ce une piste, notamment pour remettre la question du consentement au centre des débats? Je connais moins bien la loi espagnole que d'autres lois, mais effectivement, en 2022, là.
le Parlement espagnol a modifié, a introduit la notion de consentement dans la loi, puisque c'était le terme d'intimidation qui était retenu dans la loi espagnole. Alors, ça pose précisément toutes les questions que j'ai évoquées, c'est-à-dire que si on crée une présomption de culpabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un ou une plaignante invoque une absence de consentement, et donc on renverse la position procédurale de l'accusé et de la victime, euh, ça pose question par rapport au principe du respect de la présomption d'innocence. C'est-à-dire comment une personne qui est accusée peut-elle démontrer autrement en disant qu'elle n'a pas commis de violence, de contrainte, de surprise, qu'elle n'a pas eu un comportement abusif? Comment peut-elle démontrer l'existence d'un consentement? Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué une question, mais on a quand même une affaire qui a défrayé la chronique, hein, l'affaire de Farid El Aïzi, qui a fait l'objet d'une révision en 2022. Donc, une personne qui a été accusée par une jeune fille de viol. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Sauf que cette jeune fille qui a effectivement été violée s'est rétractée plusieurs années après en indiquant que c'était son frère qui était auteur de ce viol. Donc là, on a un exemple, voilà, c'est pas un mythe, hein, la dénonciation qui peut être calomnieuse. Donc on a l'exemple d'une affaire où, au fond, les magistrats se sont fondés sur la seule parole de la victime et où une personne a passé plusieurs années derrière les barreaux alors qu'elle n'était pas coupable. Donc voilà, c'est ce qui me fait penser que la loi française peut être améliorée, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais que la référence à des actes positifs, c'est quand même un juste équilibre entre la protection des victimes et le respect de la présomption d'innocence. Je ne sais pas si Maître Galina veut compléter. Oui, oui, je partage complètement cette idée avec c'est intéressant la législation espagnole parce que la démarche est un peu identique à la nôtre, mais ils se sont repris en se reprenant dans le texte. Donc j'ai retrouvé la modification de 2022. Donc quiconque accomplit un acte qui porte atteinte à la liberté sexuelle d'une autre personne sans son consentement. Bon. Et puis la punition. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, ils se sont aperçus que la définition du consentement était un peu complexe, donc ils ont essayé de la préciser, et de la surpréciser, de la surpréciser. Donc le consentement n'est réputé exister que lorsqu'il a été librement exprimé par des actes qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, expriment clairement la volonté de la personne. Donc on sent qu'il y a un peu de malaise dans la rédaction. Résultat, bon, j'ai pas plaidé dans les cours d'assises espagnoles, mais je pense que cette surdéfinition du viol, par crainte qu'il ne soit mal interprété, alors que sa simple intégration dans le texte pouvait être nécessaire et utile, vient complexifier un peu le débat. C'est-à-dire que là, quand je prends ce texte, je me dis que la notion de consentement et la façon alambiquée dont il est défini va devenir un sujet de préoccupation. Voilà le risque. Surdéfinir. Merci Voilà. beaucoup pour vos réponses. Et je profite pour faire le lien avec une autre question qui, là, c'est que pensez-vous de la loi canadienne, si vous la connaissez? Et un certain nombre de pays ont pris des dispositions sur le consentement. Savons-nous si cela réduit les viols, les agressions? Avons-nous des données chiffrées? Là, je ne sais pas si vous aurez des éléments sur les lois canadiennes. Non, là, j'ai page Effectivement, boucle. moi, je connais la loi canadienne, Ah, effectivement, c'est intéressant, euh, puisque, effectivement, le Canada, depuis plusieurs années, a introduit la notion de consentement dans la définition du viol, mais c'est l'article 273-1 du Code criminel canadien consacre plusieurs lignes à la définition du consentement, un petit peu comme essaye de le faire la loi espagnole. Alors, on nous dit quoi? On nous dit il y a absence d'accord volontaire du plaignant lorsque A, l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers. B, il est incapable de le former. C, l'accusé l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir. D, il manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité.
eux, après avoir consenti à l'activité, ils manifestent par ses paroles ou son consentement l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on introduit le consentement, on sent que ça n'est pas suffisamment précis et donc on est obligé d'apporter un certain nombre de définitions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la loi canadienne, on voit qu'au fond, la loi fait elle-même référence au comportement de l'auteur. L'accusé l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir, par exemple. Donc là, on veut prendre en considération le rapport de domination. Et lorsque je discute avec mes collègues de l'applicabilité de cette loi, ils constatent que ça a eu cet effet que j'ai évoqué très rapidement dans la présentation parce que je n'avais pas le temps, de centrer la discussion et le procès sur la victime et de la surexposer, au fond. Moi, c'est ça, sur ça, je voudrais insister. C'est-à-dire que euh, moi, évidemment, mon propos, c'est de proposer une loi pénale qui soit la plus protectrice des victimes, bien sûr, mais en même temps, dans une démocratie respectueuse des principes qui sont essentiels. Et je ne suis pas certain que aggraver la situation actuelle, parce qu'il y a une déviance actuellement, il faut voir qu'en l'état de la loi telle qu'elle est définie, euh, et la règle que j'ai présentée dans ma présentation tout à l'heure du 11 septembre 2024 en a un bel exemple. On a des magistrats qui, pendant toute l'affaire, n'ont fait que se demander si cette jeune fille, la nièce que j'ai violée par son oncle de 20 ans plus âgé qu'elle, avait pu ou pas consentir alors qu'elle était endormie à des actes sexuels. Puis la Cour de cassation reprend et dit, mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement de savoir si, étant son oncle, il avait agi par surprise, hein, s'il avait agi donc en exploitant la vulnérabilité au fond de la victime. Et ça, c'est bien ce qu'il faut faire, c'est éviter donc de se centrer sur le consentement de la victime pour ne pas la surexposer. Donc, pour répondre à la question, oui, le Canada, au fond, oui, il y a effectivement une prise en considération du consentement, mais une disposition qui est très longue, qui est obligée de préciser ce qu'on doit entendre par absence de consentement et qui, à mon sens, n'est pas toujours très clair. Je vous propose de passer à une autre question. Donc, Alexia, il y en a qui demandent s'il serait possible d'avoir plus d'informations sur votre sujet de thèse et quelques précisions sur le panel de personnes que vous interrogez. Oui, alors le panel de personnes, donc là je me base sur, donc pour la thèse j'ai effectué une trentaine d'entretiens, des entretiens longs et biographiques, avec donc des hommes, des femmes, hétérosexuels, non hétérosexuels. Enfin, j'ai essayé de faire varier un peu hein, les profils sociodémographiques, même si je reste avec une majorité d'hommes, de personnes euh, de classe sociale moyenne sup. Et donc, c'est des jeunes de 18 à 25 ans que j'ai essayé de faire varier également la situation géographique. Donc, c'est des jeunes qui habitent Bordeaux et donc Bordeaux, oui, Bordeaux centre-ville, quoi. Il y a pas grand monde de la Cube. Et des personnes qui habitent en Lozère. Donc, vraiment voir en quoi la ruralité pouvait aussi jouer sur le consentement sexuel, non pas par rapport à des questions d'éducation moindre dans ces territoires, mais plutôt autour de la notion d'autonomie et de mobilité en fait des personnes, puisque c'est quelque chose que je prends en compte dans ma thèse. Qu'est-ce qui vient gêner l'autonomie des personnes dans le fait, par exemple, de quitter un lieu pour échapper, entre guillemets, à la relation sexuelle, qu'est-ce qui fait que des fois les personnes sont contraintes géographiquement à rester et donc génèrent des violences sexuelles. Mon sujet, donc là je suis en train de rédiger ma thèse et donc je sais plus très bien ce que concrètement j'étudie, mais en gros c'est donc les pratiques du consentement sexuel que je traduis comme étant comment les personnes
font du consentement, comment les personnes obtiennent une relation sexuelle, comment l'accessibilité en fait à la sexualité par le prisme du consentement. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, je, je regarde ce qui vient euh, rendre possible ou complexifier le consentement chez les jeunes de 18 à 25 ans. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une autre question. Bonjour, ne pourrait-on pas définir dans l'article du Code pénal définissant le viol, le consentement comme un droit civil et par conséquent intégrer des vices constituant des critères de vol? En effet, de cette façon, l'intégration du consentement dans l'article aurait une réelle valeur juridique. Le viol serait caractérisé si le consentement de la victime a été acquis ou non acquis par l'auteur sous la contrainte. Bah, enfin, je réponds un peu, mais dans la une des premières diapositives que j'ai expliquées, au fond, on raisonne un peu comme en droit civil, puisque le- en droit civil, on part de vice du consentement, par exemple, dans un contrat. Dans dans une relation sexuelle, lorsque le consentement n'a pas été libre, euh, il y a vice du consentement au sens où le consentement est obtenu par violence. Et d'un autre côté, lorsque le consentement a été surpris, il y a ce qu'on pourrait qualifier en droit civil de dol, euh, ce qui correspond à un autre vice du consentement. Donc, je ne comprends pas très bien la question. En vérité, on a une sorte d'analogie, alors pas complète, parce que on ne peut pas comparer un contrat et une relation humaine qui est une relation sexuelle. Mais on peut dire qu'il y a dans une relation sexuelle l'expression, souvent on dit qu'il y a un initiateur, mais d'ailleurs, j'ai entendu Alexia tout à l'heure parler de voilà, l'initiateur. C'est, euh, D'ailleurs, dans les ouvrages féministes que j'ai pu lire, c'est voilà, l'initiateur est toujours l'homme et la femme toujours la partenaire. Mais je rappelle encore une fois que l'initiateur, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue juridique. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une rencontre de volonté euh, et et que l'on constate donc qu'un des éléments positifs de la loi eh bien, est vicié, est vicié cette volonté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on ne voit pas, ce que je peux Non, rajouter. mais je vous propose de passer à une autre alors. D'un point de vue judiciaire, sera-t-il toujours autant difficile de prouver un viol commis, même si la notion de consentement est ajoutée à la définition du viol? Oui, j'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que même si on ajoute la notion de consentement, est-ce que la difficulté du procès pénal restera toujours la même? Je suppose que c'est ça, que c'est d'un point de vue après de reconnaissance. Oui, alors la difficulté ou pas, enfin, je crains que les questions posées soient toujours les mêmes et que la difficulté pour la victime de révéler les faits, de subir l'enquête et de subir le procès soit à peu près toujours la même. Surtout que si on s'est à peu près mis d'accord sur le fait que la notion de consentement, elle affleurait sur toute cette phase d'ores et déjà, et que le fait de l'évoquer ou de le cristalliser dans le corps du texte ne venait que dire concrètement ce à quoi tout le monde pensait déjà sans faire du consentement, et c'est là qu'il y a cette bascule possible, mais que nous n'avons pas choisi du tout, sauf cette bascule qui vient faire de l'absence de consentement une présomption, ou de faire une présomption de non-consentement. Et là, évidemment, le schéma serait différent. À défaut, je ne crois pas que la situation de la victime, au-delà de ce que j'ai exposé tout à l'heure, soit différente. Voilà. Mais la vision sociale, judiciaire, sera sans doute amenée à changer. Merci. Alors, j'ai une question plus pour Muriel. Enfin, c'est même deux questions. Est-ce que la Maison d'Ella se situe seulement à Bordeaux et pourquoi il n'y a pas de sage-femme à la Maison d'Ella? Alors, la Maison d'Ella, ce service qui dépend du CASSIS, c'est bon, associatif, hein, donc n'existe que sur Bordeaux. Cependant, il existe d'autres structures qui proposent du soin gratuit de droit commun, comme le CRP, Centre ressources du psychotrauma, à l'hôpital Perrin, comme une unité à Langon qui travaille avec Cadillac aussi, qui propose de l'accompagnement thérapeutique, enfin un suivi thérapeutique. Mais la spécificité, c'est vraiment, nous, si on a créé ce service à Bordeaux, c'est de proposer du soin gratuit pour les personnes qui en avaient le plus besoin. Et c'était unique au départ. Merci. Et une autre question. Ah, pourquoi pas de Oh, sage-femme? pardon, pourquoi pas de sage-femme? C'est vrai, Désolée, c'est j'avais vrai. trop vite.
Par manque de moyens. L'équipe pluridisciplinaire pourrait s'enrichir d'une sage-femme. Néanmoins, nous avons des difficultés financières comme toutes les structures. Euh, et, euh, et puis, beaucoup de difficultés aussi à faire valoir toute l'approche psychocorporelle. L'approche corporelle n'est pas reconnue, alors que ben, le trauma, on sait très bien que cette effraction psychique et physique, il faut pouvoir prendre en charge et le corps et l'esprit. On a beaucoup de difficultés à trouver de financement nécessaire. Mais on travaillerait volontiers avec une sage-femme pour notamment tout ce qui est en lien avec les difficultés de l'approche corporelle, les troubles sexuels, etc., qui sont des conséquences des violences sexuelles des victimes. Merci. J'ai une autre question. Que pensez-vous de l'argument récent de l'avocat qui indique qu'il n'y a pas de viol à partir du moment où l'auteur n'est pas conscient de violer? Ça, c'est un débat qu'on retrouve dans le procès de Mazan. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, comme l'a dit Maître Galina, lorsqu'il reçoit un client, il rappelle les éléments constitutifs du viol. On a beaucoup parlé de l'élément matériel. Donc, pour qu'il y ait un viol, il faut un acte de pénétration sexuelle et puis il faut que des actes de violence contre la surprise soient commis, mais aussi il faut une intention de l'auteur. Le viol, c'est un crime, donc ça veut dire que c'est une infraction intentionnelle. Donc, il faut prouver que l'auteur avait bien l'intention de commettre le délit, enfin le crime, pardon, tel qu'il est décrit par le texte d'incrimination. D'où le moyen de défense qui est évoqué, c'est-à-dire dire, ben, moi, mon client, il n'avait pas conscience de commettre un viol parce qu'il pensait avoir obtenu le consentement. Alors, c'est là où on revient à l'homme moyen, c'est-à-dire que euh, les juges, évidemment, n'ont pas la possibilité de sonder les consciences et de savoir exactement ce que pensait l'individu au moment de l'acte. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est, au regard des éléments du dossier, les éléments objectifs, et au regard des données sociales, se demander ce que l'individu a pu penser ou aurait dû penser d'ailleurs. Parfois, on passe du aurait pu à aurait dû. Euh, donc, pour revenir au procès de Mazan, par exemple, des personnes qui voient une personne qui visiblement est en train de dormir parce qu'elle est droguée, l'homme moyen, alors il faudrait avoir le détail de l'enquête, ce que je n'ai pas sous les yeux, mais on peut se demander si l'homme moyen aurait été ou pas en capacité de avoir conscience ici de l'absence de consentement, et donc c'est sous cet angle-là que l'on peut évoquer le problème. Je laisse Maître Galina compléter, hein. Mais le principe, c'est celui, voilà, d'une intention. Voilà. On est en matière criminelle. La difficulté de ce type de procès, c'est que en extrayant cette phrase comme ça, on peut se méprendre sur l'intention de celui qui a explicité la nécessité de l'intention, voilà, sans complexifier mon propos. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, la trame objective, c'est, et le professeur Saint-Paul a dit, quid de l'homme moyen, quid de la conscience moyenne d'entraver un consentement logiquement refusé. Et parfois, enfin très très souvent, tout de même, à l'exception des zones grises, euh, cet homme moyen ou cet homme sous-moyen transparaît très très rapidement à la lecture des dossiers pénaux. Euh, et parfois, la logique de cette appréhension du consentement n'est pas du tout sur la ligne grise. On voit clairement les choses apparaître et transparaître sur les violences, la surprise. Voilà. Parfois, c'est pas même le débat, en fait, concrètement, dans les cours d'assises. Et cet homme moyen ou sous-moyen, ou en dessous de l'homme moyen, paraît relativement clairement. Voilà. Et dans les questions, on vous demande la précision. C'est quoi un homme moyen? Ah bah oui, mais c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté de l'évolution de la norme sociale. Et pour sans détourner la question, parce que c'est pas évident, c'est un dossier, un comportement, une analyse des circonstances, et surtout ce qu'on vient de faire ce soir, c'est-à-dire une réflexion collective qui nous pousse à concevoir peut-être les choses autrement et l'homme moyen de manière un peu différente. Voilà, L'homme moyen, c'est l'homme raisonnable, l'homme doté comme raisonnable. d'une intelligence moyenne, d'une capacité de compréhension moyenne.
dans une situation, voilà, Mais le magistrat ou les jurés, ils ont tendance à se mettre à la place. Voilà. Très souvent, le moyen, c'est ce qu'on pense soi comme étant une moyenne. C'est à la fois abstrait et en même temps très relatif. Alexia, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question d'homme moyen? Ben, Quand on dit homme moyen, c'est homme ou femme, hein. Oui, oui. Et oui, mais Personne. Attends. depuis tout à l'heure, vous parlez d'homme moyen, et donc Non, non, mais c'est et oui, pas oui, bien. mais c'est le langage aussi qui est employé. Donc, je me demande aussi à quel point la vision, enfin, parce que je ne suis pas du tout experte hein, de la justice, mais il y a des choses où quand vous dites que on se met à la place d'eux, les magistrats se mettent à la place d'eux, il faut aussi prendre en compte la définition, enfin, la, le système patriarcal dans lequel on est. Donc, à quel moment les magistrats sortent des croyances et des représentations qu'ils et elles ont de ces questions-là. Enfin voilà, c'est peut-être aussi pour ça que en définissant quand même des indicateurs de consentement, on s'évite à aller vers des représentations du consentement dont on sait que elles sont souvent en défaveur des femmes. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit que le mythe, que c'était pas un mythe, la dénonciation calomnieuse. Il y a quand même très peu de personnes, très peu de femmes qui mentent en dénonçant. Enfin voilà, ça existe. De là à dire que c'est pas un mythe. Bon, voilà, enfin, voilà, c'est questionner aussi comment la justice a été créée, comment la justice a évolué, mais comment elle est créée, par qui, pour qui. Enfin, voilà, c'est des questions comme ça qui sont quand même aussi importantes à prendre en compte, je crois, dans la redéfinition euh, du viol. Merci beaucoup. Est-ce que Muriel, de votre côté, vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette Ah bah, je notion de... valide totalement ce que vient de dire Alexia, hein. À partir du moment où on a reçu une éducation genrée, on ne peut pas se mettre à la place. On va essayer, bien sûr. Mais pour moi, il faut pouvoir travailler sur ses propres représentations quand on a des postes aussi importants que d'être magistrat, avocat, psy. Il faut pouvoir travailler avant sur ses propres représentations, essayer de déconstruire, même si on ne pourra pas le faire totalement, mais un maximum travailler sur sa représentation, se questionner en permanence. Nous, en tant que psychologue, on a des supervisions individuelles, on questionne ça en permanence pour éviter justement de se baser sur des représentations qu'on a tous au préalable. Mais on fait avec, on travaille avec ces représentations, on les met au travail pour ne pas faire subir à nos patientes, en tout cas, ces représentations. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup en formation. On met toujours dans nos formations un travail préalable avec les stagiaires sur les représentations. Et je travaille ça avec les policiers, avec les éducateurs spécialisés, avec tous les professionnels qui vont travailler auprès des victimes. Et c'est passionnant. Et voilà, les professionnels en redemandent parce qu'ils se rendent bien compte que ben, je pars du postulat de cette éducation genrée et des constats et des preuves de cette éducation genrée et tous, leur regard change après dans le traitement de leurs affaires, dans leur traitement de leurs dossiers et dans l'accompagnement des personnes. Bon. Donc, du coup, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Un grand merci aux intervenants. Donc, c'était le premier de la saison. Et je peux déjà, d'ores et déjà, vous annoncer que le prochain webinaire aura lieu le 22 octobre à 18 heures sur le thème des élections américaines, élections présidentielles. Et on Donc, vous attend avec impatience. tout à fait, exactement, merci. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux ce soir. Vous étiez jusqu'à 250. Et donc, bonne soirée à tous et merci.